Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire sur les défis dans le secteur de la fabrication d'aliments au Québec. Je vous remercie d'être présent parmi nous cet avant-midi. Je me présente, Aude Rompré, conseillère en communication pour le Conseil de l'innovation du Québec et je serai votre modératrice pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis accompagnée aujourd'hui de M. Luc Sirois, notre innovateur en chef, qui est de retour en force dans l'écosystème québécois de l'innovation et pour qui c'est la toute première apparition publique depuis son retour. Bonjour, M. Sirois. Bonjour, bonjour tout le monde. Et je suis accompagnée aussi de M. Éric N. Duhem, chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Avant de laisser la parole à nos présentateurs, je tiens à vous expliquer rapidement le fonctionnement du webinaire. Nous aurons une présentation des résultats de l'étude pendant environ 18 minutes et nous aurons ensuite une période de questions de 10 minutes. Si vous avez une ou plusieurs questions concernant le sujet du webinaire ainsi que sur le contenu de celui-ci, vous pouvez l'écrire en tout temps dans le clavardage car nous n'ouvrirons pas les micros pour la prise de questions à la fin du webinaire. Vous recevrez également une copie de l'étude au cours de l'après-midi dans un envoi avec différentes informations sur la programmation de webinaire. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Sirois. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, peut-être un petit mot d'abord sur le Conseil de l'innovation du Québec, dont la mission, c'est de développer l'innovation, sa pratique, son adoption au sein des entreprises et de la société québécoise. Une des façons puissantes d'amener cette mission-là, c'est de comprendre d'abord la situation. Le baromètre de l'innovation du Québec veut donner des indicateurs, suivre leur évolution, permettre de se comparer région par région, secteur par secteur, mais pas simplement pour faire des études, pour vraiment arriver à comprendre, pour avancer, faire des plans d'action qui frappent dans le mille, utiles. Un effort collectif, le baromètre de l'innovation, c'est plusieurs organisations qui décident de partager une infrastructure commune de données, d'études, travailler ensemble pour arriver à se doter des données pour pouvoir faire ces bons plans d'action. Plusieurs organisations qui font partie de ce collectif, si vous êtes intéressé, si vous avez des données, si vous voulez travailler ensemble pour avancer la compréhension dans le secteur de l'innovation, je vous invite à vous manifester. Je voudrais saluer tout l'écosystème du secteur de l'agroalimentaire, mais particulièrement le secteur de la transformation alimentaire. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des généralistes dans le secteur de l'innovation. Notre aspiration, c'est de vous aider, vous remettre ces données, vous permettre d'exercer votre leadership dans votre milieu, d'exercer une capacité de mobiliser sur les bons enjeux, comprendre ce qui se passe, vous outiller pour faire de vous des organisations qui vont avoir un grand impact. Je voudrais saluer en particulier le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Leur leadership est essentiel et d'autres organisations impliquées dans le milieu, plusieurs que j'ai eu la chance personnellement de visiter, de rencontrer, avec lesquels j'ai travaillé, qui chacun à leur façon font de la recherche, aident à connecter avec des ressources, développent des innovations, rassemblent les acteurs, les actrices, les entreprises pour aller plus loin. Alors, chapeau, au plaisir de connecter avec vous, en particulier avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, dont le leadership est essentiel pour faire avancer le secteur. C'est un secteur qui est important pour le Québec. C'est un secteur, quand même, avec le secteur de l'agroalimentaire, rivalise à près de 5 du PIB, génère 8 milliards de PIB, toujours selon le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Et dans le secteur manufacturier, génère des revenus vraiment importants. C'est un secteur manufacturier où l'innovation peut avoir lieu. C'est 75 000 emplois. Donc, c'est important que ce secteur-là performe bien. Quand on regarde la productivité du Québec, cette mesure qui montre comment on arrive à créer de la richesse par heure travaillée, c'est une cible forte, là, celle d'être une société productive. Au Québec, on croît depuis de nombreuses années. On est en mode de rattrapage par rapport au reste du Canada et dans les nations. Et on voit que le secteur de la transformation alimentaire a toujours suivi le pas, mais dans les derniers 10 ans, tout à coup, connaît une stagnation
Et quand on stagne, on recule. Alors, la question est importante. Comment est-ce que l'innovation se passe dans ce secteur-là et quelles opportunités, recommandations peuvent avoir lieu pour améliorer les choses pour les entreprises, pour ce secteur et pour l'ensemble du Québec. Alors, pour nous parler de cette étude, son grand maître, c'est Éric Nduem, un chercheur que j'admire beaucoup, spécialisé en sociologie économique. Donc, ce mix de comprendre l'économie, mais de comprendre la société, de faire avancer les choses. Il travaille à l'UQAM, il travaille à l'Institut de recherche en économie contemporaine au Québec, notre partenaire et allié dans la création de cette étude. On est très fiers de travailler avec eux, très fiers de travailler avec Éric. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup, Luc, pour cette belle entrée à la matière, puis belle présentation aussi. C'est un très grand plaisir aussi pour moi et l'Institut de recherche en économie contemporaine de travailler avec le Conseil de l'innovation du Québec. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est les grandes lignes d'un rapport qui a été produit en collaboration avec le Conseil d'innovation du Québec puis l'IREC. Il s'agit d'une analyse sectorielle en innovation pour le secteur de la fabrication d'aliments. Les 4 grands points de notre présentation aujourd'hui. Donnez-moi une petite seconde. Voilà, donc on va juste avoir un petit mot rapide sur les objectifs de la recherche puis la méthode qui a été employée, qui est une méthode assez novatrice quand même, puisque ça ne s'est pas fait beaucoup comme étude. Ensuite, un portrait rapide, là, statistique du secteur de la fabrication des aliments en ce qui a trait à l'innovation. Un mot aussi sur l'écosystème d'innovation pour le secteur de la fabrication d'aliments, puis enfin les enjeux principaux là, pour le secteur, mais aussi des pistes de solutions en termes d'innovation technologique, puis d'innovation sociale. C'est un des aspects qu'on a cherché à développer dans le rapport. Donc, pour la partie objectifs et méthodes, il s'agit d'une analyse sectorielle. Donc, à ce titre-là, c'est une pratique assez répandue, les analyses sectorielles. C'est fait par différents acteurs, qu'il s'agisse d'instances gouvernementales, mais surtout des entreprises ou des investisseurs, là, des fonds, par exemple, institutionnels d'investissement vont beaucoup faire d'analyses sectorielles. L'idée, c'est de réussir à mieux stratégiquement orienter soit ses choix d'investissement ou ses choix de financement en faisant des analyses de secteurs fondées sur des données probantes. Donc, ça, c'est pour l'idée générale de l'analyse sectorielle. Pour faire ça, ça prend évidemment une forme de découpage de l'économie ici dans le cas qui nous intéresse du Québec. Puis pour faire ça, il faut s'entendre sur certains standards, certaines conventions. Donc, nous, on a utilisé beaucoup les codes SINA, qui renvoient au système de classification des industries de l'Amérique du Nord, qui a été établi en collaboration là, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, fabrication d'aliments, ça renvoie dans ce système de classification-là aux entreprises qui font de la transformation de produits, mais dans ce cas-ci, vraiment des aliments qui sont destinés à la consommation des animaux ou des êtres humains. Il y a différents sous-secteurs. Là, ça fait partie du secteur plus vaste de la fabrication, mais il y a aussi plusieurs sous-secteurs qui font partie de la fabrication d'aliments. Donc, je ne les détaillerai pas toutes, mais vous avez la liste là, ici sur le PowerPoint. Là. Donc, ça va des confiseries, produits laitiers, produits de viande, préparation, puis conditionnement de poissons et fruits de mer, etc. Donc, quand même plusieurs secteurs là, qui sont regroupés sous le secteur général de fabrication d'aliments. Ce qui est particulier, par contre, à notre étude, où là, vraiment, l'aspect nouveau, c'est de miser ou d'orienter la recherche vers la question de l'innovation. Donc, ça, c'est assez novateur, là, si vous me permettez de réutiliser le mot d'innovation. Donc, l'innovation, c'est un terme, une notion, un mot qui a pris un sens particulier au fil du temps, là, surtout depuis les 30 dernières années. Ça renvoie à l'idée d'invention, mais d'inventions qui ont des applications concrètes, pratiques, empiriques, donc qui sont mobilisées par des utilisateurs. Donc, soit que ce soit des nouveaux produits qu'on cherche à commercialiser ou encore c'est des nouveaux procédés qu'on emploie dans la production. Ça, c'est ce à quoi renvoie le terme d'innovation. Là, au Québec, c'est la façon dont on l'entend depuis 2001, à partir de la mise en place de la politique québécoise de la science et de l'innovation qui s'intitulait Savoir changer le monde. Puis, ça faisait écho aussi à des discussions, là, puis toute la littérature qui a été produite avec les manuels d'Oslo là, de l'OCDE. Donc, l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, on distingue là, innovation de produit ou innovation de processus.
Donc, en collaboration avec le Conseil d'innovation du Québec, on a sélectionné 13 indicateurs pour pouvoir tracer vraiment un portrait assez complet du secteur de la fabrication d'aliments qui va être utilisé ensuite pour d'autres secteurs. Les 6 premiers indicateurs là, que vous voyez à l'écran, c'était surtout pour tracer, voir la place du secteur de la fabrication d'aliments dans l'économie d'ensemble du Québec. Mais les 7 indicateurs suivants, là, productivité du travail, dépenses en RD, personnel en RD, etc., tout ça, c'était vraiment pour faire un état des lieux là, en ce qui a trait à l'innovation comme telle pour le secteur de la fabrication d'aliments. Donc, qu'est-ce que ça donne si on passe sur les statistiques? Là, je vais m'en tenir simplement à quelques grandes lignes, là, juste pour vous donner un avant-goût, mais tout le détail est dans le rapport lui-même. Donc, au niveau du PIB, 6,9 milliards de dollars, là, si on prend juste pas l'agroalimentaire au complet, mais vraiment juste la fabrication d'aliments. Donc, une très nette croissance là, au cours des dernières années, là, même en dollars constants, là, de 28,6 sur les 10 dernières années. Ça représente aujourd'hui 23,5 du secteur de la fabrication d'aliments au Canada, donc la part québécoise, qui est quand même assez important. Puis, ça compte à l'intérieur des industries du Québec pour 1,6 du PIB qui est redevable au secteur de la fabrication d'aliments. Donc, un secteur qui est en pleine croissance, qui est assez intéressant à ce niveau-là. Au niveau du salaire qui est offert dans ce secteur-là, là aussi, il y a eu une belle croissance, là, toujours en dollars constants là, au fil des dernières années, qui se situe aujourd'hui auprès de 29 de l'heure. Donc, 12,6 d'augmentation de 2012 à 2022. C'est quand même plus élevé que pour le même secteur ailleurs au Canada, mais au Québec, si on compare avec l'ensemble des industries, c'est un petit peu en dessous, là, autour de 90 de ce qui est remis comme salaire pour l'ensemble des industries au Québec. Donc là, il y a encore de la marge pour une amélioration. Donc ça, c'était juste pour avoir une idée du secteur lui-même. Aussi, au niveau des postes vacants, là, c'est quand même un secteur qui est assez affecté là, par les problèmes là, pour réussir à remplir des postes qui sont disponibles là, dans les entreprises. Donc, ça a augmenté, surtout dans les suites de la pandémie, là, de 3,3 points de pourcentage de 2017 à 2022. Donc, on était l'année dernière à 7,1 de postes vacants dans le secteur. C'est beaucoup plus haut que le même secteur au Canada à 5,2 ou encore pour la moyenne des industries au Québec de 5,1 pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, ben là, on a atteint, là, le secteur contribue à hauteur de 1,15 million de tonnes équivalent CO2. Mais il y a eu une nette diminution là, au cours des dernières années. Là, si on rapporte tout ça au PIB qui est généré, c'est quand même une diminution de 21 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une très belle contribution là, pour réduire les gaz à effet de serre de la part du secteur de la fabrication d'aliments. La diminution a été plutôt de 11 dans le reste du Canada pour le même secteur, puis 16 pour l'ensemble des industries au Québec. Donc, c'est les comparaisons qu'on utilise, là, toujours le Canada, le même secteur, puis le Québec, l'ensemble des industries, pour pouvoir donner un sens, là, puis d'apprécier les données qu'on a évaluées. Mais cela dit, le secteur demeure assez gourmand en énergie, donc il émet encore quand même pas mal de gaz à effet de serre. Donc, il y a encore de la place pour de l'amélioration. Au niveau, donc, plus des indicateurs là, à proprement parler d'innovation, au niveau de la productivité, Luc en a glissé un mot déjà. Donc, belle augmentation au cours des dernières années, mais qui stagne un peu depuis quelques années. Donc, on est à une valeur ajoutée de 54,30 $ par heure. Ça représente 92 de la productivité du même secteur ailleurs au Canada. Mais c'est pas mal sur la moyenne là, de l'ensemble des industries au Québec. Là. Donc, ça représente 99,8 de la productivité de l'ensemble des industries au Québec. Donc, à ce niveau-là, c'est bien, mais il y a du rattrapage à faire en comparaison au reste du Canada. Pour les dépenses en RD, ben là, ça ne va pas très bien, je dirais, dans le secteur de la fabrication d'aliments. C'est très erratique, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Ce n'est pas constant, on pourrait dire, là, les investissements. Puis on est en deçà là, du même secteur ailleurs au Canada, puis largement en deçà de l'ensemble des industries au Québec. Là, quand on rapporte les montants qui sont investis en dépenses de recherche et développement, quand on le compare, donc quand on le rapporte au PIB, c'est beaucoup moins dans le secteur de la fabrication d'aliments que pour d'autres industries. Un mot maintenant sur l'écosystème, parce qu'on ne voulait pas juste faire un portrait statistique, mais voir aussi c'est quoi les ressources qui sont disponibles pour les entreprises, pour les acteurs qui souhaitent innover. Je ne vais pas revenir dans le détail. Là, dans le rapport, vous allez trouver la liste là, pour chacun de ces éléments-là. Là, il y a beaucoup de détails à ce niveau-là. Mais juste sur les grandes mesures, là, depuis les années 80-90, on favorise essentiellement 4 grandes mesures pour favoriser l'innovation.
Donc, il y a des crédits d'impôt pour la recherche et le développement qui sont accessibles pour les petites et moyennes entreprises et pour les grandes entreprises. Donc, le taux de crédit d'impôt est plus élevé pour les petites et moyennes entreprises, là, autour de 35 tout dépendamment là, au provincial et au fédéral, parce qu'il y en a aux deux paliers là, des avantages des crédits d'impôt. L'autre mesure qu'on a mis en place, c'était des centres de recherche publics, donc universitaires, mais aussi au niveau collégial. Il y a tous les centres collégiaux de transfert de technologie là, qui sont très actifs dans différents secteurs, dont le secteur de la production alimentaire. Donc là aussi, on mise sur l'idée d'établir des partenariats entre des acteurs privés de l'entreprise et des centres de recherche publics. C'est une des mesures phares aussi pour stimuler l'innovation. Un autre élément, c'est de rendre disponible du capital de risque qui vise à financer des nouveaux produits ou des nouveaux procédés. Donc, il y avait pendant plusieurs années là, différentes étapes là, du développement des nouvelles entreprises qui n'étaient pas toujours évident là, pour avoir du financement, mais ça a été quand même corrigé dans les dernières années pour plusieurs secteurs, là. Donc, ça s'améliore. Puis enfin, il y a aussi différents programmes de subvention qui sont mis de l'avant. C'est souvent des programmes ponctuels qui n'ont pas toujours une très longue durée de vie. Donc là-dessus, il pourrait y avoir peut-être plus de constance, mais c'est quand même intéressant ce qui est proposé pour le secteur de la fabrication des aliments de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation, entre autres, il y a des choses. Puis aussi au niveau du MAPAC, il y a beaucoup de programmes de subvention qui sont offerts. Donc, l'écosystème, c'est ça. Là, je ne vous détaillerai pas la liste des acteurs, mais dans le rapport, vous l'avez, vous pouvez le consulter. Là, ici, je l'ai illustré sous la forme d'un graphique là, pour avoir une idée de l'ensemble de cet écosystème d'innovation pour le secteur de la fabrication d'aliments. Finalement, en ce qui concerne les enjeux du secteur, ceux qu'on a retenus, là, qui ont été assez documentés aussi dans la littérature générale sur le secteur de la fabrication d'aliments, il y a des problèmes de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, le taux de postes vacants qui est assez élevé. Là, ça se corrige tranquillement, mais c'était encore très élevé l'année dernière. Ce qui est d'autant plus alarmant, c'est qu'au niveau de la diplomation des inscriptions dans les programmes au niveau collégial, il y a eu une baisse importante là, des effectifs étudiants, étudiantes. Là. Donc, là, ça peut être un problème sur le long terme. On a eu beaucoup recours aux travailleurs immigrants immigrants temporaires pour remédier au problème de main-d'œuvre, mais c'est quand même une solution qui, en tout cas, pour nous apparaît un peu, comment dire, pas durable à travers le temps. C'est-à-dire que ça crée quand même des travailleurs de seconde zone, là, en quelque sorte. Donc, peut-être profiter de ce moment de pénurie de main-d'œuvre pour aller vers des mesures d'augmentation de l'automatisation. Ce serait possible de le faire sans créer des licenciements qui sont souvent malheureux sinon. Donc là, c'est peut-être une occasion à saisir dans le fond. Au niveau de l'environnement, on a vu, il y a une très belle amélioration là, au niveau de la diminution des gaz à effet de serre dans le secteur de la fabrication d'aliments, mais c'est un secteur qui demeure relativement gourmand en énergie et donc qui émet quand même plus que la moyenne du gaz à effet de serre, même s'il a beaucoup diminué dans les dernières années. Donc là aussi, il y a place à l'amélioration. On détaille quand même quelques pistes de solutions intéressantes dans le rapport. Puis au niveau du marché, bien évidemment, c'est un secteur qui est toujours un peu pris avec la concurrence de l'étranger, de d'autres pays, mais aussi de d'autres provinces à l'intérieur du Canada. Surtout avec les accords de libre-échange qui sont conclus, là, comme l'ACUM. Ça, évidemment, ça peut faire une pression là, dans le secteur pour les produits laitiers, entre autres. C'est assez important. Puis une autre chose qui a retenu notre attention, c'est la question de la concentration du commerce de détail en alimentation. Donc, un autre maillon de la chaîne, si on veut. Sauf que la concentration des parts de marché à ce niveau-là, là, c'est trois grandes bannières là, qui concentrent 60% du marché. Donc, ça peut avoir des implications très importantes, là, des limitations pour les petites et moyennes entreprises qui veulent commercialiser leurs produits. Il y a des fois des exigences d'approvisionnement en quantité puis en temps, en cadence, qui font que c'est difficile de remplir ces obligations-là. Donc, parmi les pistes de solutions qu'on a vues, j'en mentionne ici rapidement 4, là, mais on en explore 9 différentes là, dans le rapport, soit des innovations technologiques, soit des innovations plus sociales. Donc, une technologie, par exemple, qui peut être intéressante, qui est vraiment dans l'ère du temps, là, autour de l'intelligence artificielle, c'est de l'utiliser pour tout ce qui est des opérations de maintenance de la machinerie. Donc, en installant des capteurs un peu partout sur les machines qui détectent les bruits, qui détectent les vibrations, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter toute cette information-là, c'est possible de
prédire des dysfonctionnements qui pourraient survenir auprès de la machinerie. Donc, il y a Soraling puis Monsai, qui sont deux entreprises là, qui ont fait un partenariat là, pour développer justement, favoriser plutôt des technologies de maintenance prédictive. C'est ça qu'ils nous proposent de façon très intéressante. Il y a aussi possibilité de recourir à des technologies éco-énergétiques, donc pour maximiser ou minimiser l'utilisation, maximiser l'efficience de l'énergie qu'on utilise, puis minimiser donc la quantité d'énergie dont on a besoin. Donc, au niveau de tous les appareils de chauffage, de ventilation, là, le secteur de la transformation d'aliments, là, c'est les conditions de travail là, avec l'humidité, les odeurs, etc. C'est souvent une source de plainte là, pour les travailleurs. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups en allant vers des technologies qui permettent de maximiser là, le système de ventilation puis de chauffage qui implique des réductions donc, de coûts d'énergie de 20 à 50 par exemple, dans le cas de l'entreprise EBI électrique, ouais, c'est ça qui offre ce genre de technologie-là. La biométhanisation aussi, bon, évidemment, réduire les déchets organiques, c'est peut-être la meilleure solution, ou les récupérer, comme font d'autres entreprises. Il y a des solutions là-dessus qui sont abordées dans le rapport. Là, je mentionne ici les processus de biométhanisation. Donc, il y a la coop Agri-Énergie Warwick avec la coop Carbone qui ont mis tout en place un système, là, une belle collaboration là, qui est à la fois à cheval entre l'innovation sociale et l'innovation technologique avec 12 agriculteurs puis un producteur laitier. Donc, on récupère quelques 50 000 tonnes de matière organique par année qu'on transforme par biométhanisation pour former 2,3 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable. Et donc, ça permet de chauffer là, presque 1000 résidences. Donc, quand même une utilisation intéressante de technologie pour réduire les gaz à effet de serre. Puis enfin, une autre solution, plutôt de l'ordre de l'innovation sociale pour remédier à certaines problématiques liées au marché. Donc, ce serait de miser sur une approche qu'on appelle par filière, donc chercher à développer tous les maillons d'une chaîne de valeur, là, des semences jusqu'à la commercialisation de produits finis. Puis de miser sur une meilleure coordination des acteurs avec des solutions là, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'ensemble de la chaîne. Puis, en privilégiant cette approche-là, ça peut être le fun de miser sur la substitution de produits là, qui sont importés par des cultures locales. Donc là, on a mis comme exemple dans le rapport, par exemple, l'idée d'exploiter davantage l'avoine nue, qui est une forme d'avoine, là, ici, un produit du Québec très intéressant, qu'on appelle aussi le riz de la Gaspésie. Donc, c'est une avoine qui nécessite beaucoup moins de machinerie pour décortiquer, là, enlever l'écaille. Là, avec la moisson, ça part tout seul un peu. Donc, ça permet à des plus petites entreprises sans grosse machinerie de pouvoir exploiter cette avoine-là qui a des belles propriétés nutritionnelles, mais aussi au niveau culinaire, c'est très intéressant. Ça demande moins d'engrais aussi, moins d'herbicides. Donc, voilà une culture locale qui pourrait être donc mise en valeur dans le cadre d'une approche par filière. Donc, c'est là juste 4 des 9 solutions qu'on a explorées dans le rapport là, pour voir qu'il existe déjà des solutions, des innovations qu'on tente à droite et à gauche. Donc, chercher à les développer davantage avec les ressources qui sont disponibles actuellement. Donc, voilà quelques pistes de solutions pour relever les défis du secteur de la fabrication d'aliments. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation, M. Duhem. Donc, sans plus tarder, on va commencer la période de questions. On va y aller quand même assez rapidement. Première question, c'était concernant les postes vacants. On voulait savoir quels sont les profils recherchés en particulier parmi les postes vacants actuellement dans le secteur de la fabrication alimentaire. Oh là, bonne question. De mémoire, là, c'était surtout au niveau de postes plus. Écoutez, là, je ne sais pas ça, mais il y avait les deux. En fait, il y avait au niveau des postes qualifiés, des postes moins qualifiés. Le problème, en tout cas, constant, là, c'est comme je le disais, c'était beaucoup au niveau de le fait qu'il y ait moins d'inscrits et moins de diplomation en ce moment. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autant plus de problèmes à pouvoir satisfaire ou remplir ces postes-là.
Par contre, c'est là où je bifurque un petit peu, là, mais c'est là où il y a quand même, tu sais, des problèmes, ça peut toujours être des occasions à saisir. C'est-à-dire que si on va vers une industrie qui est moins intensive en main-d'œuvre et plus intensive en technologie puis en savoir-faire de haute qualité, le fait de migrer tranquillement vers par exemple, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'Internet des objets, donc des choses qui sont plus à l'heure très actuelles aujourd'hui, ça peut justement permettre d'aller chercher davantage, de convaincre les gens d'étudier dans le domaine de la fabrication d'aliments pour éventuellement remplir ces postes-là qui peuvent devenir des postes à haute valeur ajoutée. Donc, Puis si je peux voilà. me permettre d'ajouter dans les secteurs là, qui ont justement fait face à ce déclin de la main-d'œuvre et qui ont investi pour augmenter leur productivité, on a assisté à une augmentation des salaires, une augmentation des profits, réinjectés en R&D aussi, qui développent des nouveaux produits. Donc, c'est un cercle virtueux si on brise le cycle négatif. Moi, il y a une prochaine question, par exemple, qu'on voit sur les crédits d'impôt à la R&D. C'est des mesures d'aide qui sont disponibles par le ministère des Finances. Donc il y a beaucoup d'assistance pour trouver les crédits d'impôt à la R&D. Je vous invite à y faire appel. Il y a d'autres programmes de subvention. Ceux qui veulent découvrir il y a au-delà de 200 programmes de subvention à l'innovation, à la recherche. Je vous invite à contacter le réseau des conseillers en innovation du Québec, des gens euh, formés, équipés pour vous aider à trouver les ressources de financement et les aides comme les CCTT, les centres de recherche publics, les universités, les bonnes ressources pour vous aider. Super, merci beaucoup. Le temps file, donc la dernière question. J'essaie de retourner dans le chat, je m'excuse vraiment. Euh, Crédit d'impôt pour la R&D, à quelle organisation ministère faites-vous référence? Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, que la MAPAC ou le MEIE qui en offrent, ou il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être poussés ou méconnus? Oui, Aude, c'était le point que je faisais à propos des autres programmes également, là, de nous contacter Réseau des conseillers en innovation du Québec. Parfait. Donc là-dessus, le temps file. Peut-être une dernière question, c'est les rapides. Est-ce qu'il y a des secteurs de transformation agroalimentaire qui se démarquent plus au niveau de l'innovation? Je fais référence ici aux différents secteurs présentés en début de rencontre avec le code SCIAN. Est-ce qu'on peut y répondre en 2 minutes? Ouais, là, comme ça, à brûle pour point, ce serait difficile, mais oui, il y avait quand même des grosses différences là, qui sont, parce que vu que c'est 9 sous-secteurs qui font partie de la fabrication d'aliments, là, il y en a certains dans le lot, là, dont au niveau de la productivité, là, qui sont beaucoup plus élevés. Là, ça varie beaucoup d'un sous-secteur à l'autre. Donc, dans les graphiques que vous avez dans le rapport, là, vous pouvez voir la distinction entre les différents sous-secteurs, puis c'est aussi commenté dans le rapport, là. Donc, je vous invite tout simplement à consulter le rapport puis aller voir la section sur la productivité. Mais il y a aussi toute une section sur l'introduction là, de nouvelles technologies, soit au niveau de la productivité ou à portée environnementale. Donc là aussi, là, vous avez des données intéressantes que vous pourriez explorer dans le rapport. Moi, je Parfait. voudrais conclure avant de te remettre la parole sur la disponibilité du rapport. On voit les liens qui sont mis dans le chat. Qu'encore une fois, avec de l'intelligence, en comprenant qu'est-ce qui se passe dans un secteur, on souhaite que vous tous, qui êtes les acteurs sur le terrain, qui êtes les gens de cette industrie-là, puissiez vraiment développer l'innovation, prendre les choses en main, continuer avec beaucoup de leadership vos initiatives. On sera là pour vous soutenir, on sera là pour vous aider, pour vous équiper. On remercie beaucoup Éric pour sa contribution à notre intelligence collective et le Conseil de l'innovation, soutenu par le gouvernement du Québec, par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dans sa grande stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. On sera là pour vous.
Parfait, merci beaucoup. C'est ce qui va mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé en si grand nombre aujourd'hui au webinaire. Merci également à nos présentateurs pour le travail de qualité et pour la discussion enrichissante qu'on a pu avoir aujourd'hui. Le webinaire sera, la rediffusion du webinaire, pardon, sera disponible au cours des prochains jours sur YouTube et le rapport est disponible également sur le site Internet du Conseil. Vous allez d'ailleurs en recevoir une copie, comme je disais plus tôt pendant la rencontre, par courriel au cours de l'après-midi. Si ce n'est pas encore fait, nous invitons aussi à vous inscrire au dernier webinaire de la programmation automnale en consultant le site Internet du Conseil. Ce webinaire aura lieu le jeudi 12 décembre à 11h30. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur LinkedIn, Facebook et X et aussi à vous abonner gratuitement à nos infolettres pour rester à l'affût des dernières actualités en innovation au Québec. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir lors de notre prochain webinaire.